Bonjour et bienvenue sur ma chaîne que je viens de créer dans le but de partager avec vous ma longue expérience de 33 ans dans l'enseignement de physique-chimie, dont 20 ans que j'ai passé uniquement avec la classe de deuxième année MP des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. J'ai enfin décidé d'enregistrer mes cours et de les mettre à la disposition de tout élève ou étudiant des classes prépa ou autres qui veut préparer ses examens ou concours. Donc bienvenue à tous et à toutes, et pour m'encourager à continuer dans cette aventure, je vous demande de bien vouloir vous abonner à ma chaîne, de mettre un like et de partager mes vidéos avec toutes les personnes qui peuvent s'y intéresser. N'hésitez pas à m'encourager aussi avec vos commentaires et de poser vos questions auxquelles j'aurai le plaisir de répondre dans la mesure du possible. Sans trop tarder, on va se lancer dans le projet, et comme je le fais avec ma classe, je vais commencer avec la partie électronique du programme de deuxième année MP des classes préparatoires. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer par des rappels d'électrocinétique. Et notre premier rappel va porter sur les relations tension-courant pour les dipôles linéaires passifs. Pour les conventions d'orientation, comme vous le savez, il y en a deux, la convention récepteur et la convention générateur. Pour la convention récepteur, les flèches représentant la tension U et le courant I sont dans des sens opposés. Par contre, pour la convention générateur, ces flèches sont orientées dans le même sens. Si on note A et B, les bornes du dipôle D, on a U est égal à V1 moins VB, c'est la tension ou dP, c'est-à-dire la différence de potentiel entre A et B. Notez qu'on a commencé par VA parce que c'est vers A que pointe la flèche désignant ou bien représentant la tension U. Notez aussi que U et I sont algébriques. Ça veut dire qu'ils peuvent être positifs ou négatifs. Le courant I est positif dans le cas où le vrai sens du courant est dans le même sens que celui de l'orientation. Par exemple, dans ce petit montage où il y a une batterie d'automobile, par exemple de 12 volts, branchée sur une lampe, on a orienté le courant I dans ce sens. Pour l'instant, l'interrupteur est ouvert, donc le courant I est égal à 0. Si on ferme l'interrupteur, la lampe va s'allumer, et donc il y a un courant qui passe dans le circuit. Et comme vous le savez, à l'extérieur de la pile, le courant va du pôle positif vers le pôle négatif, dans ce sens-là, qui correspond à celui de l'orientation. Donc, I est positif. Le potentiel V, comme vous le savez, est défini à une constante additive près. C'est-à-dire qu'il n'est pas connu en un point quelconque de façon absolue. C'est comme l'énergie interne, par exemple, d'un système, ou bien l'énergie potentielle de pesanteur. Pour trouver cette constante, ou bien pour définir cette constante, on choisit une référence. Pour les circuits électroniques, c'est ce qu'on appelle la masse. Il est représenté là. Généralement, c'est le fil inférieur du circuit qu'on note la masse. Et donc, dans ce cas-là, tous les points de ce fil rouge sont au potentiel 0. Et tous les points de ce fil vert sont au potentiel 12 volts. Le premier dipôle linéaire passif, c'est la résistance. Au laboratoire, il se présente ainsi. Les segments colorés, c'est les codes de couleur qui désignent la valeur de la résistance. On symbolise la résistance par un petit rectangle, et dans certains livres, vous pouvez trouver aussi ce symbole-là, mais nous, on va utiliser surtout celui-là. En convention récepteur, on a la tension UR au bord de la résistance, c'est RI. Par contre, en convention générateur, c'est moins RI. Pour un fil cylindrique de longueur L et de section S, fabriqué dans un milieu de conductivité électrique gamma, on a la relation R est égal à L sur gamma S, proportionnelle à la longueur et inversement proportionnelle à la section et à la conductivité. Pour une capacité C, au laboratoire, elle se présente ainsi. Théoriquement, c'est un ensemble de deux conducteurs, de deux plaques métalliques qu'on appelle des armatures. Chaque plaque, c'est une armature distante, il n'y a pas de contact. Entre les deux, il y a du vide ou bien un diélectrique. Dans le cas où cette distance entre les plaques c'est E et la surface S de l'une des plaques c'est grand S, on montre en électromagnétisme que c'est la capacité
qui caractérise le condensateur, c'est ε0S sur E. Donc, comme vous le savez, le condensateur est symbolisé par ce symbole-là. Pour l'orientation ici, récepteur, le Q, c'est la charge de la plaque vers laquelle pointe le courant I. Pour ces orientations, on a la relation UC est égal à Q sur C et I est égal à D de Q sur dt. Si on remplace Q par C fois UC, on peut faire sortir le C de la dérivée et on obtient la relation caractéristique d'un condensateur en convention récepteur. I est égal à CD de UC sur dt. Pour un condensateur réel, l'espace interarmature est occupé par un diélectrique, c'est-à-dire un milieu isolant. Et si on branche ce condensateur sur une pile de force électromotrice grand E, il y a un courant qui va traverser le circuit pendant un temps très bref, qui va charger le condensateur, et donc la tension aux bornes du condensateur va augmenter jusqu'à la valeur E. Et donc il va se charger, le condensateur, par la charge Q est égal à C fois E. Si on élimine le générateur, normalement, le condensateur, s'il est parfait, la charge Q va rester constante. Elle ne peut plus changer. Par contre, dans la pratique, on s'aperçoit que la tension UC aux bornes du condensateur diminue et donc la charge diminue. On explique ceci par le fait qu'il y a un champ électrique à l'intérieur et que les charges sont soumises à des forces qui veulent les faire passer d'une plaque vers l'autre. Donc, puisque le diélectrique n'est pas parfait, il y a des charges qui réussissent à traverser le diélectrique pour passer d'une plaque vers l'autre. Et donc, comme ça, la charge diminue jusqu'à s'annuler. Donc, le condensateur est caractérisé par une résistance qu'on appelle la résistance de fuite RF. Pour un condensateur parfait, RF doit tendre vers l'infini. Voilà donc le modèle du condensateur réel dans l'approximation des régimes quasi-permanents, c'est-à-dire dans le cas des régimes lentement variables. C'est une capacité C en parallèle avec une résistance RF. Si on note IR, le courant qui traverse RF, et IC, le courant qui traverse la capacité C, on a la relation UC est égal à RF fois IR et IC est égal à CD de UC sur dt. Et en appliquant la loi des nœuds, I est égal à IC plus IR. En remplaçant, on trouve cette relation caractéristique d'un condensateur réel. Lorsque RF tend vers l'infini, ce terme disparaît et on obtient la relation caractéristique d'un condensateur parfait. Pour une bobine, elle se présente ainsi. C'est un fil qui est enroulé. On a un nombre plus ou moins grand de spires. Et donc on la symbolise par un petit ressort comme ça. En convention récepteur, lorsque la bobine est parcourue par un courant I, il y a un champ magnétique maintenant à l'intérieur. Et ce champ magnétique a un flux qu'on note phi. Il est proportionnel au courant, puisque le champ magnétique augmente avec le courant. Donc la constante de proportionnalité, c'est l'inductance L. En électromagnétisme, on montre que la bobine ou bien l'inductance, c'est comme si on a une force électromotrice E induite qui remplace l'inductance et qui est orientée dans le même sens que le courant. Et d'après la loi de Faraday, on a la relation E est égale à moins d de phi sur dt, puisque la flèche de E est dans le sens opposé de UL, on a donc la relation UL est égale à moins E, et en remplaçant phi par son expression, on obtient la relation en convention récepteur, UL est égal à L d de I sur dt. Pour une bobine réelle, puisque la bobine est fabriquée par un fil plus ou moins long, elle a donc une résistance R qui est égale à L sur gamma S, avec L la longueur du fil et S la section de ce fil. Donc elle est caractérisée par son inductance et sa résistance. Électriquement, c'est comme si on a en série une inductance L et une résistance R. Donc, on a la relation UL est égale à L d de I sur dt plus RI. Quelques remarques pour finir. D'abord, UC est égal à Q sur C varie de façon continue. Donc, comme règle générale, la tension en borne d'une capacité ne peut jamais subir de discontinuité.
Par contre, le courant I qui traverse le condensateur, lui, il peut subir une discontinuité. Pour l'inductance L, c'est exactement l'inverse. C'est le courant I qui ne peut jamais subir de discontinuité. Les trois dipôles sont dits linéaires parce que les relations qu'on vient de voir sont linéaires. Ça veut dire que si une grandeur est multipliée par une constante, l'autre grandeur est multipliée par la même constante. Puisqu'on peut faire sortir la constante de la dérivée, on peut la mettre en facteur. Troisième remarque, c'est que théoriquement, il existe un quatrième dipôle linéaire passif qu'on appelle le mémristor. Ce dernier dipôle n'est pas encore connu, n'est pas très utilisé. Il est en phase de recherche. Pour en savoir plus, voir le sujet du concours de mine MP 2017 Physique 1. Pour vous entraîner un peu sur ce qu'on vient de voir, je vous propose cet exercice sur les régimes transitoires d'un circuit RC. Donc voici l'énoncé. On a un circuit constitué de deux condensateurs qu'on a appelés C1 et C2 et de même capacité C et de deux résistances identiques, grand R. L'interrupteur étant ouvert, la capacité C1 étant chargée avec la charge Q0, par contre le condensateur C2 est déchargé. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. On a appelé U la tension en borne du condensateur C2. On vous demande de chercher l'équation différentielle pour t supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire après la fermeture de l'interrupteur K. Puis, pour la deuxième question, on vous demande de chercher l'expression complète de U de t et de représenter son allure. Alors, je vous propose d'arrêter la vidéo et de chercher un peu cet exercice vous-même. Et après, regarder la solution. Donc, on va commencer maintenant à corriger de cet exercice. Pour la première question, on a l'interrupteur fermé et on a donc le circuit après l'instant t est égal à 0. Pour ce circuit, on a, d'après cette maille, la tension U est égale à la fois Q sur C et R fois I2, avec I2 le courant qui traverse la résistance R. D'autre part, d'après la loi des nœuds, on a I est égal à I2 plus I1. Or, I1, c'est CD de U sur dt, puisque c'est la tension au bord du condensateur C dans la convention récepteur, plus I2 qui est égal d'après cette relation U sur R. D'après cette maille maintenant, la tension U est égale moins RI plus la tension ici qu'on a notée, c'est Q1 sur C avec Q1 la charge de ce condensateur C1. Or, I est égal à moins D de Q1 sur dt, puisque I pointe vers l'extérieur de la plaque qui contient Q1, donc c'est moins D de Q1 sur dt. On doit donc dériver cette relation-là, et on a donc D de U sur dt est égal le moins R, c'est la constante D de I sur dt, c'est D sur dt de I, avec on a remplacé I par cette expression. Plus la dérivée de Q1 sur C, donc c'est moins I sur C. Moins I sur C. Alors en dérivant, on obtient la dérivée seconde, et en arrangeant l'équation, on trouve l'équation finale suivante. U de point, c'est-à-dire la dérivée seconde, plus 3 sur RC fois U point, la dérivée première de U, plus U sur RC le tout au carré est égal à 0. Donc c'est ça l'équation différentielle que vous devez trouver. Pour la deuxième question, on doit résoudre cette équation différentielle de second ordre avec des coefficients constants, homogènes puisque c'est égal à 0. Donc on doit écrire l'équation caractéristique. À la place du U de point, c'est R carré. À la place du U point, c'est R plus la constante 1 sur RC au carré est égal à 0. On doit donc, pour résoudre cette équation, écrire le delta, le discriminant delta. B carré moins 4AC. B carré, donc c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9 sur RC carré, moins 4 fois cette constante, fois 1 ici, le coefficient de R carré, c'est 1. Donc c'est moins 4 sur RC carré. On a même dénominateur. Donc c'est égal à 5 sur RC carré. D'où racine de delta, c'est racine de 5 sur RC. Alors pour la première solution, donc c'est moins B, c'est-à-dire moins 3 sur RC, plus racine de delta sur 2A, avec A est égal à 1, donc sur 2. Puisqu'on a même dénominateur, on peut l'écrire sous cette forme-là. Moins 3 plus racine de 5 sur 2 RC.
Par contre, R2, il suffit de changer le moins racine de delta, le plus racine de delta en moins racine de delta. Donc on obtient R2 est égal à moins 3 moins racine de 5 sur 2 RC. Alors la solution s'écrit sous la forme U de t est égal à exponentielle R1t plus B exponentielle R2t. On a un coefficient qui est le même, c'est moins 3 sur 2 RC dans les deux termes. On peut le mettre en facteur. Et on obtient exponentielle moins 3t sur 2 RC, facteur de A, exponentielle racine de 5 sur 2 RC, plus B, exponentielle moins racine de 5 sur 2 RCt. Pour trouver les constantes A et B, on doit utiliser les conditions initiales. La première condition initiale, c'est que à t égale 0+, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur K, on doit avoir la continuité de U de t. Puisque U de t, c'est la tension en borne d'un condensateur qui ne doit jamais subir de discontinuité. Et donc, on peut écrire que U de 0-, c'est-à-dire avant la fermeture de l'interrupteur K, elle est égale à 0, elle est nulle puisque le condensateur était déchargé, est égal à U de 0+, c'est-à-dire après la fermeture de l'interrupteur K, par continuité. En remplaçant t par 0, les exponentiels sont égaux à 1, il va rester donc A plus B. Et on a donc U de 0+ est égal à 0 est égal à A plus B. D'où A égale à moins B. En remplaçant B par moins A et on le met en facteur, on obtient cette expression-là. On a ici la forme exponentielle x moins exponentielle moins x, qui est égale à 2 fois le sinus hyperbolique. Donc on peut écrire cette expression sous la forme 2a, exponentielle moins 3t sur 2rc, sinus hyperbolique, SH de racine de 5t sur 2rc. Maintenant, pour trouver le a, on doit avoir une deuxième condition initiale. C'est la dérivée première de u à l'instant t égale 0+. On sait que u point est lié au courant I1 par la relation I1 est égal à C u point. Donc on doit chercher le I1 à l'instant t égale à 0+. On doit donc écrire le schéma équivalent du circuit à l'instant t est égal à 0+. Alors, puisque à t égale 0+, la tension U nulle, la tension U de t est égale à 0. On peut remplacer donc le condensateur par un fil, et on a donc le schéma équivalent suivant, à l'instant t égale 0+. On a cette tension qui est égale à la fois la tension en borne de la résistance R, qui est égale à R fois I2, qui est égale à 0. Donc on peut en déduire I2 de 0+ est égal à 0. Donc d'après la loi des nœuds ici, tout le courant I passe à travers le fil. Et donc on a I de 0+ est égal à I1 de 0+. D'après cette maille maintenant, la charge du condensateur était égale à Q0. Donc on a la tension Q0 sur C, la tension au bord du condensateur, est égale à la tension au bord de la résistance, qui est égale à RI1, puisque la tension U est égale à 0. Donc c'est R fois C fois U point de 0+, puisque I est égal à I1, et I1 est égal, d'après cette relation, c'est C fois U point. Donc c'est C fois U point de 0+, d'où U point de 0+, est égal à Q0 sur RC carré. On revient à l'expression qu'on avait trouvée de U de T. On doit la dériver. On a un produit FG. Or, FG', c'est F'G plus Fg'. Et on a l'exponentielle qui va rester dans les deux termes en dérivant. On obtient donc 2a, l'exponentielle de moins 3t sur 2rc facteur. Pour la dérivée de l'exponentielle, on a ce terme-là, le coefficient de t, moins 3 sur 2rc, qui va être multiplié par sh. Puis, le coefficient de t dans le sh, c'est-à-dire racine de 5 sur 2rc, multiplié par la dérivée de sh qui est ch, le cosinus hyperbolique. D'où, en remplaçant t par 0, l'exponentielle va s'annuler. Le sh est égal à 0, sh de 0 égale 0. Par contre, le ch de 0 est égal à 1. Donc, il va rester uniquement ce terme-là. Donc, U point de 0+ est égal à 2a, le coefficient qu'on a ici, multiplié par ce coefficient racine de 5 sur 2rc. Or, d'après ce qu'on vient de voir, il est égal à Q0 sur rc carré. Le 2 se simplifie, le R aussi, le carré avec ce C, et il va rester donc A égale Q0 sur C racine de 5. D'où l'expression finale de U de T, 2Q0 sur C racine de 5
exponentielle moins 3t sur 2rc, SH de racine de 5t sur 2rc. On va maintenant tracer l'allure de cette fonction-là. On a d'après cette expression u de 0 est égal à 0. Donc la fonction va commencer par 0. Puis la limite de u de t lorsque t tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Vous pouvez dire, on a ici la forme, lorsque t tend vers l'infini, c'est 0 fois le plus l'infini, c'est indéterminé, mais en remplaçant le sh par l'expression exponentielle, les deux exponentielles de la fonction sh, vous pouvez trouver que c'est facilement 0. Donc d'après ces deux limites, on voit que la fonction commence par 0 et finit par 0. Donc elle doit passer par un maximum. On doit donc avoir l'allure suivante. Elle commence par 0, puis il finit par 0. Elle passe donc par un maximum à l'instant t est égal à 0. Et on a ici le maximum qui est égal à Umax que je vous propose de chercher. Cherchez donc le T0 et Umax. Il faut faire attention, ici, la fonction commence par une pente inclinée, puisque à l'instant t égale à 0, u point de 0 plus est égal à q0 sur rc, elle est strictement positive, elle n'est pas égale à 0. Donc il ne faut pas faire l'erreur de commencer la courbe comme ceci. C'est pas comme ça, puisqu'on n'a pas une tangente horizontale. La dérivée à l'instant t est égale à 0 n'est pas égale à 0, elle est différente de 0. À la fin, je vous propose une vérification du calcul qu'on vient de faire à l'aide d'un logiciel de simulation électronique. Et j'ai fabriqué le circuit en glissant les composants. Vous voyez ici les deux condensateurs que j'ai réglés à 1 microfarad chacun et les deux résistances que j'ai réglées à 10 kΩ chacune. Le logiciel reconnaît automatiquement trois points intéressants, le point 0, la masse, et le point 1, c'est la sortie du premier condensateur, et le point 2, c'est la sortie du deuxième condensateur, c'est-à-dire la tension U de T qui nous intéresse. Pour lui faire fixer les conditions initiales d'abord, je dois double-cliquer sur le premier condensateur, je règle la condition initiale à 10 volts. Pour le second condensateur, il ne doit pas être chargé, donc je règle les conditions initiales à 0 volts. Et pour lancer la simulation, je dois cliquer sur Simulate, Analysis, Transient Analysis, c'est-à-dire régime transitoire. Alors j'ai choisi qu'il doit tenir compte des conditions initiales, donc je l'ai réglé à User Defined. Pour le Start Time, c'est-à-dire l'instant initial 0 secondes. Et pour l'end time, c'est-à-dire le temps final, c'est 0,1 seconde, c'est-à-dire 100 millisecondes. Et pendant ces 100 millisecondes, il va faire le calcul de 500 points. Pour les output variables, c'est-à-dire les sorties qu'on doit dessiner, on a le choix entre 1 et 2, ou bien les deux simultanément. Je choisis d'abord 2, c'est-à-dire la tension U de T. Je dois la faire glisser sur ce côté-là, droit. Et je lance la simulation. Voilà. Monter la fenêtre et on retrouve bien l'allure de la courbe qu'on vient de calculer. Pour trouver le maximum, je dois faire apparaître les repères et je fais glisser ce repère-là jusqu'au maximum à peu près et je lis sur ce tableau que c'est à peu près 8,6 millisecondes l'abscisse, c'est l'instant T0. Et pour son ordonnée, c'est à peu près 2,75 volts. Donc là, on voit l'ordonnée ici à 2,75 volts. Pour dessiner les deux courbes, je dois fermer cette fenêtre. Je dois revenir sur Simulate, Analyse, Régime transitoire, Output Variables. Et je dois faire glisser le 1 aussi à côté. Le côté droit et je lance la simulation. Voilà, on a les deux courbes qui se dessinent simultanément. La courbe en bleu, c'est la tension en borne du premier condensateur qui va vers 0, qui diminue de 10 volts jusqu'à 0. C'est tout à fait normal de façon exponentielle. Et la deuxième courbe, c'est U de T qui passe par le maximum qu'on vient de voir. Alors, on a terminé notre vidéo. Merci de votre attention et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo,
N'hésitez pas de faire un like et de partager. Et abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Merci de votre attention. À la prochaine.